Bonjour Antoine Basbous. Bonjour monsieur. Vous êtes politologue, vous dirigez l'Observatoire des pays arabes associé chez Forward Global, spécialisé dans le risque numérique. On va faire le point avec vous sur la situation au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz de nouveau fermé depuis hier matin. Des navires ont essuyé des tirs et puis il y a ces discussions toujours en cours entre l'Iran et les États-Unis. Mais revenons d'abord sur la mort de ce soldat français hier au sud du Liban, le sergent-chef Montorio, membre de la FINUL, cette force de sécurisation engagé au Liban. Lui et ses camarades ont été pris dans une embuscade. Selon Emmanuel Macron, le Hezbollah est derrière cette attaque. L'organisation dément. Le Hezbollah, qui semblait respecter la trêve depuis vendredi, comment expliquer cette attaque il y a quelques heures ? Je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi ils ont attaqué, ils ont mené cette embuscade, mais en tout cas, ça s'est passé à Gandourieh, dans le département de Bint Jbeil, c'est-à-dire un fief du Hezbollah où aucun autre déploiement armé ne peut exister. Et donc, le Hezbollah dément en disant que ce sont les habitants qui ont attaqué cette force, mais à vrai dire, le Hezbollah n'a pas de treillis. Ce sont des habitants armés qui obéissent aux ordres du Hezbollah, lequel obéit aux ordres des pasdaran. Et les pasdarans au Liban sont dirigés par un ambassadeur qui a été expulsé il y a 3 semaines maintenant, mais qui se maintient dans son ambassade et qui commande le Hezbollah depuis son ambassade à Beyrouth. L'ONU a pu identifier le fait que ce n'étaient pas des Israéliens, des soldats israéliens, même s'il y a eu des dérapages aussi de ce côté-là ces dernières semaines. Non, on est à 20 kilomètres de la frontière avec Israël. Israël a créé une zone de sécurité et rasé tout le bâti dans 55 villages sur une profondeur de 10 kilomètres. Donc là, il ne peut pas y avoir confusion. Israël fait autre chose. Israël, par exemple, a détruit les 17 caméras qui entourent le QG de la FINUL à Nakoura. Et là où se trouve un général, un colonel français et plusieurs unités. Dans quel Israël, but ? Pardon. Dans quel but ? C'est pour les rendre aveugles, c'est pour les intimider. Comme également, le mois dernier, Israël a arrêté un général français. Les soldats l'ont mis en joue. Et une semaine plus tard, un char Merkava a heurté des véhicules de la FINUL. Donc Israël ne va pas jusqu'à tuer, mais l'intimidation est là de tous les jours. C'est pour dire que cette force dérange à la fois le Hezbollah et Israël aujourd'hui. Oui, c'est une feuille de vigne qui est censée être là pour protéger le pays, pour veiller sur la frontière, mais cette frontière est violée de côté et d'autre. La FINUL devait empêcher le Hezbollah de créer des sites d'armement, de tunnels, de stocks, de circulation à la frontière, mais elle n'a jamais pu faire ce job parce que le Hezbollah met en avant des habitants, soi-disant des civils, mais en fait, ce sont des hommes armés entraînés par le Hezbollah et par les pasdarans qui viennent entraver la mission de la FINUL. Oui, parce que justement, ce qui est paradoxal, c'est que par rapport à ces habitants, cette présence de ces soldats de casque bleu ne semble pas être vue comme une menace, bien au contraire. C'est en tout cas ce que nous a confié ce matin Mathieu Karam, il est journaliste au Liban pour le journal L'Orient le Jour. Les habitants, qu'ils soient pro-Hezbollah ou pas forcément acquis au Hezbollah, veulent quand même que la FINUL reste parce que pour eux, cette FINUL-là assure des projets de développement, de l'aide humanitaire. Elle emploie aussi beaucoup de Libanais qui travaillent avec la force onusienne dans le Liban Sud depuis des années. La FINUL, en même temps, documente les violations israéliennes au Liban Sud. Et cette documentation est importante pour pouvoir porter plainte à l'étranger. Antoine Basbous, des habitants qui veulent que la FINUL reste, ça rend cette attaque encore moins compréhensible. Non, mais entre les habitants, les vrais habitants, et les miliciens masqués sous le treillis d'habitants, il y a une grande différence. Les habitants ont besoin de cette force d'assurance qui les rassure et qui les protège et qui aussi, elle a un pouvoir d'achat. Les magasins dans le sud eh bien, profitent de cette capacité financière des soldats de la FINUL qui vient animer la vie économique et la vie sociale. Donc les habitants normaux sont ravis d'avoir la FINUL dans leur région. Parmi les buts de guerre affichés par Israël contre le Liban, enfin dans cette intervention au Liban, il y avait le fait de désarmer le Hezbollah. Si on suit cette attaque, on voit que le Hezbollah n'est absolument pas désarmé. Ce but-là, il n'a pas du tout été atteint. Écoutez, le Hezbollah disposait avant-guerre de plus
plus de 100 000 missiles et drones. Donc, pour le désarmer, il va falloir se réveiller de bonne heure. On sait combien il en reste Personne ne sait de façon exacte, comme on ne sait pas combien il en reste en Iran. Sauf que au dernier jour, le Hezbollah continue à tirer autant de missiles qu'au premier jour de mars dernier. Donc le Hezbollah dispose de moyens, de soldats, même s'il a été décapité, même si son état-major a été vraiment assassiné, y compris 2 de ses chefs secrétaires généraux, Nasrallah et son successeur. Bref, le Hezbollah est très affaibli, mais il est quand même très tenace parce qu'il est dans le déni. Figurez-vous que pendant ce mois de mars et jusqu'à la trêve, jusqu'au cessez-le-feu, il y a eu 55 villages dans le sud qui ont été occupés et rasés par Israël, et le Hezbollah crie victoire alors qu'il y a 1 million de sa base sociale qui sont des réfugiés. Oui. Donc il est dans le déni. Il reste combien aujourd'hui de combattants du Hezbollah? On a des chiffres qui circulent de 20, 30 000. On sait qu'ils sont peut-être un peu plus mobiles. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ça? Ça, on ne le sait pas. Et le Hezbollah, dès lors qu'il a été pris en main créé par un décret de l'ayatollah Khomeini. Et qu'est-ce qui raconte ça? C'est l'actuel secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, qui, dans un livre, raconte la séance au cours de laquelle Khomeini, à Téhéran, a signé le décret de création du Hezbollah. Et en même temps, ils avaient créé des séminaires qui ramènent, qui prennent en charge les enfants, qui les éduquent, qui les formatent, qui leur font un lavage de cerveau. C'est d'où le déni. Comme en Iran, ils prennent des claques, mais ils disent nous avons gagné, et ils tirent en l'air comme s'ils avaient vraiment gagné. Et en même temps, eux nient être responsables de cette attaque. Est-ce que ça pourrait être une branche rebelle, issue d'une division interne, ou en tout cas plus ou moins indépendante du Hezbollah, où tout est pyramidal organisé? Tout est extrêmement structuré, surtout dans cette zone-là. Le Hezbollah ne tolère pas les dissidences. C'est une organisation extrêmement solide et tenue par les passedarans qui obéissent à l'ambassadeur qui devait être à Téhéran, mais qui se barricade dans son ambassade à Beyrouth. Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes. On va s'intéresser au détroit d'Ormuz qui fait beaucoup parler ces dernières heures. Hier, les déclarations faisaient penser que ce détroit allait rouvrir. En quelques heures, tout a été bousculé avec notamment des tirs iraniens sur des navires de pétroliers indiens. Est-ce que vous comprenez ce qui a pu se passer en l'espace d'une journée? Pourquoi les Iraniens ont basculé? Je crois que les déclarations de M. Trump étaient tellement arrogantes que les Iraniens ne pouvaient pas les supporter. Donc M. Trump a dit, voilà, je vais récupérer la poudre d'uranium enrichie. Et les Iraniens, ça veut dire les détacher de leur ADN, c'est-à-dire depuis 47 ans qu'ils enrichissent de l'uranium, qu'ils ont des programmes, qu'ils dépensent des dizaines de milliards. Et c'était leur ADN, c'était vraiment le summum qu'ils voulaient Pour atteindre. vous, c'est cette question de l'uranium enrichi qui a fait basculer les négociations? Je crois que les déclarations de M. Trump, trop arrogantes au goût des Iraniens et prématurées, qui ont fait basculer les Iraniens pour dire stop, on n'en est pas là, on bloque tout, on revient à la négociation initiale. Et d'ailleurs, dans cette négociation, si M. Trump devait parler de cela, il aurait dû parler des contreparties qu'il offrait au régime iranien. Ce régime, il a une première et une principale centrale revendication, c'est son maintien. Et son maintien, c'est pas seulement en disant aux Américains nous allons récupérer l'uranium. Il va falloir que M. Trump, il aurait dû dire eh bien nous levons les sanctions. Et à ce moment-là, ça aurait été la pilule aurait pu passer pour les Iraniens. Les Iraniens, ils reprochent aussi aux Américains d'avoir continué à maintenir le blocus naval. On voulait écouter ensemble la déclaration de Mohammad Bagher Ghalibaf, le président du Parlement iranien. Il s'est exprimé hier à la télévision. Le détroit est sous le contrôle de la République islamique. Si aujourd'hui le trafic a repris, c'est parce que nous le contrôlons.
Depuis quelques jours, les Américains assiègent nos ports. C'est une décision imprudente et ignorante. C'est impossible que d'autres puissent traverser le détroit alors que nous ne le pouvons pas. Si les États-Unis ne lèvent pas le blocus, la circulation dans le détroit sera définitivement restreinte. Antoine Basbous, on touche là un des points de crispation dans les négociations, ce blocus naval américain. Pourquoi les Américains ne l'ont-ils pas levé ? Parce que la levée du blocus correspond à la fin d'une négociation. C'est ce qu'on fera quand on aura trouvé un accord ? Oui, ça sera forcément le cas. Il faut dire aussi que si les Américains bloquent le commerce de l'Iran, les Iraniens bloquent le commerce international et bloquent aussi à l'intérieur du Golfe la 5e flotte américaine. On n'en parle pas, mais ces bâtiments qui sont enfermés à Bahreïn, à l'intérieur du détroit, ne peuvent pas circuler non plus, sauf à commettre un acte de guerre. Donc il y a un bras de fer entre les deux parties. D'un côté, les Américains prennent en otage l'Iran, et de l'autre, l'Iran prend en otage le reste du monde. On parle beaucoup d'une taxe depuis quelques jours. C'est revenu dans les discussions il y a quelques heures du côté iranien. Ça fait partie des paramètres de négociation, imposer une taxe dans le détroit d'Ormuz, même si c'est complètement en dehors du droit international. C'est une possibilité aujourd'hui ? C'est totalement inacceptable. Personne ne peut admettre qu'un détroit international qui n'a pas été créé par l'homme, comme le canal de Suez ou le canal de Panama, puisse être taxé, privatisé. Mais que pourrait faire la communauté internationale face à cela ? Mais personne n'acceptera cela. Donc les bateaux resteront ? Ont été encouragés quelque part par M. Trump qui a dit « Ah oui, on peut faire une JV, on peut partager les taxes ». Mais c'était une idée extrêmement folle sur laquelle il est revenu. Mais la communauté n'accepte pas non plus le blocage du détroit et pourtant il est en cours aujourd'hui. Oui, mais le blocage n'est pas éternel, alors qu'une taxe, si on l'admet, même si elle était toute petite, eh bien elle sera éternelle parce que personne ne lâchera là-dessus. Donc non, il faut être très ferme sur ce sujet. L'Iran ne peut pas légiférer et imposer une taxe sur un détroit international, d'autant plus que son alter ego, le sultanat d'Oman, qui partage le détroit avec l'Iran, refuse cette taxe et ne compte pas l'imposer. Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes, vous restez avec nous. On va poursuivre cette discussion dans un instant. On va s'intéresser au positionnement américain et aux négociations en cours avec l'Iran. Ce sera juste après le rappel de l'actualité en 1 minute avec Diane Ferchit. Le détroit d'Ormuz a à nouveau verrouillé ce matin par l'Iran à 3 jours de l'expiration du cessez-le-feu avec les États-Unis. Réponse de Téhéran au blocus de ses ports par Washington. L'Iran qui juge qu'un accord de paix est encore loin. La milice pro-iranienne du Hezbollah au Liban dément toute implication dans la mort du soldat français Florian Montorio, le casque bleu avec 40 ans. 3 autres militaires français ont été blessés selon la ministre des Armées. Il a été tué par un tir direct à l'arme légère. Une embuscade, estime l'ONU, qui condamne fermement cette attaque. Faut-il créer une clause de conscience dans l'édition ? C'est ce que demandent plus de 300 auteurs, dont Virginie Despentes, Emmanuel Carrère ou encore Leila Slimani dans la Tribune dimanche. Appel lancé après le licenciement par Vincent Bolloré cette semaine du PDG de Grasset, Olivier Nora. Vincent Bolloré qui répond dans le journal du dimanche. Il évoque des raisons financières, des performances très décevantes de la maison Grasset. L'OM cale à Lorient, défaite 2-0 pour les footballeurs marseillais. Suite et fin de la 30e journée de Ligue 1 aujourd'hui, avec en clôture l'affiche PSG-OL. Ce sera à 20h45. France Info. Le 8-30 France Info, Benjamin Fontaine, Camille Vigonne-Lecoat. Et nous sommes toujours avec Antoine Basbous, politologue associé chez Forward Global, directeur de l'Observatoire des pays arabes. On continue de parler de cette fermeture du détroit d'Ormuz, des conséquences et des suites. Peut-être aussi l'armée américaine pourrait commencer prochainement à arraisonner des bateaux dans le cadre de son blocus des ports iraniens. C'est une information du Wall Street Journal. C'est un niveau supplémentaire dans la guerre, si c'était vraiment fait. Oui, on est dans la gesticulation au moment où la vraie négociation se passe à travers le Pakistan et le maréchal Mounir qui vient de passer 3 jours à Téhéran où il a rencontré tous les gens qui dirigent et qui comptent. Donc pendant cette négociation de fond,
il y a les gesticulations pour occuper les écrans de télévision, les médias, les opinions publiques. Mais ça et veut dire qu'il ne chacun faut pas les s'adresse. prendre au sérieux, ces déclarations? Si, mais arraisonner un bâtiment, ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, mercredi, c'est la fin du cessez-le-feu. Et donc, M. Trump peut décider de remettre les pendules à l'heure et de commencer une série de frappes pour assouplir les Iraniens s'ils se montrent extrêmement réticents à ces avances. Alors justement, vous parlez de communication. Est-ce qu'il faut voir comme un élément de communication cette réunion de crise qui a eu lieu cette nuit, hier soir, à la Maison-Blanche entre Donald Trump, le vice-président, le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire à la Défense, celui du Trésor? Qu'est-ce que tout cela peut laisser présager? C'est normal, dans un moment de crise aussi intense, que le président réunisse son état-major. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il l'annonce avant d'aller faire son golf du week-end. Donc voilà, peut-être c'était pour compenser. Le président travaille avant d'aller golfer. Et donc il a réuni son état-major. Parce qu'il n'y a pas eu de communication sur ce qui s'est passé, juste une photo, une annonce avant d'aller golfer. Donc voilà, je crois que l'information est équilibrée, l'une compense l'autre. Peut-être là, donc, encore de la communication, comme vous nous le disiez. Il y a la fin du cessez-le-feu mercredi, on l'a évoqué. Certains ont dit peut-être qu'il a été question de cela lors de cette réunion, parce que dès mercredi, Donald Trump l'a dit, les frappes pourraient reprendre. Là encore, c'est une forme d'ultimatum. Vous savez, nous sommes dimanche et le président Trump se réveille à peine maintenant. On va s'attendre à une avalanche de tweets, parfois contradictoires, de déclarations qui se contredisent dans la même journée. Donc d'ici mercredi, M. Trump aura changé peut-être 10 fois d'avis. Il avait promis une guerre rapide, un conflit dont l'issue se comptait quasiment en heures. Là, on s'avance vers un scénario où le détroit d'Ormuz est durablement bloqué, la navigation empêchée. C'est une guerre qui s'inscrit dans la durée désormais? Je ne crois pas que le monde peut subir une guerre trop longue. Mais en même temps, pour accélérer, il va falloir remettre le rapport de force en situation. Le rapport de force, vous avez un très fort et un très rusé. Le très fort agit comme un éléphant au milieu d'une... Voilà, et le rusé, c'est un tisseur de tapis persans qui est patient et qui sait faire, qui prend son temps et qui provoque l'éléphant pour qu'il agisse n'importe comment. Mais vous parliez de provocation. Le guide suprême a menacé de faire goûter à l'ennemi, je le cite, l'amertume de nouvelles défaites. Ça pourrait aller jusqu'où? On l'a dit, ils ont tiré sur des bateaux. C'était pour les convaincre de faire demi-tour, mais est-ce qu'ils pourraient aller jusqu'à couler un navire, par exemple? D'abord, est-ce que le guide suprême existe? Ça, c'est une grande question, on l'a toujours pas vu. On ne le voit pas. Voilà. Un guide suprême doit être incarné par un homme avec une barbe blanche, une autorité. Or, il doit être défiguré pour ne pas apparaître. Il ne doit pas pouvoir parler parce que sinon, il aurait pu enregistrer un message. Là, au nom du guide suprême, ce sont les pasdaran qui règnent. Alors, couler les bateaux américains, ça fait combien de fois qu'ils ont annoncé avoir tiré et touché Abraham Lincoln, le porte-avions américain? Mais ils continuent à naviguer ce porte-avions alors qu'ils ont l'intention de le cibler. Entre l'intention de cibler et le fait d'avoir touché la cible, il y a un écart extrêmement énorme. Et donc, du coup, ils annoncent, mais ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les moyens, sinon ils l'auraient déjà fait. Un dernier mot, Antoine Basbous, sur les négociations sur l'uranium enrichi, on l'a évoqué. Donald Trump a dit « Nous allons ramener cet uranium ». Téhéran a démenti. Il y a eu un précédent, malgré tout, en 2015. Ça avait été le cas avec la Russie, qui est encore toujours un allié de l'Iran. Est-ce qu'on peut envisager un rôle de la Russie dans ces nouvelles négociations et dans une sorte de transport de l'uranium, si on peut dire cela comme ça? On pourrait l'imaginer parce que la Russie, elle a les faveurs de M. Trump et elle est un allié en arrière de l'Iran. Parce que c'est l'Iran qui a fourni à la Russie les drones Shahed et qui lui a fourni également la technologie. Et maintenant, les Russes fabriquent par milliers chaque mois de ces drones-là. Donc ça pourrait être le cas. Mais aussi, aujourd'hui, on
peut penser que le Pakistan pourrait être le récipiendaire de cet uranium enrichi parce qu'il est proche, parce qu'il est une nation islamique, même s'il est en compétition, en rivalité avec l'Iran. Et qu'il est au cœur des négociations en ce moment. Merci beaucoup Antoine Basbouz, directeur de l'Observatoire des pays arabes, d'avoir répondu à nos questions sur France Info. Merci Camille, on se retrouve très vite. En attendant, on vous lit dans les colonnes du Nouvel Obs. Cette interview est à retrouver sur la page YouTube de France Info.